Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce lundi 7 février. Invités, reportages, rencontres, infos pratiques tout près de chez vous et votre météo à venir. Nous prendrons, dès le début de ce journal, la direction de Pékin avec ce matin l'épreuve reine du ski alpin, la descente olympique remportée par le Suisse Beat Feuz et la très belle 29e position pour notre représentant Arnaud Alessandria. Comme tous les lundis, grande page sportive avec tous les résultats du week-end et les belles victoires de nos équipes de football comme de basket. Nous nous rendrons ensuite en Suisse où nous attend Madame l'ambassadeur Carole Lantéry, représentante permanente de Monaco auprès de l'ONU à Genève, pour faire un point étape sur les leçons à retenir après 2 ans de crise sanitaire suite aux toutes dernières discussions au sein de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Direction enfin le musée d'anthropologie préhistorique à Monaco. Nous évoquerons avec sa directrice Elena Rossoni-Notaire les 120 ans de recherche sur Monaco, la principauté et les sites alentours qui vont être présentés pendant 3 grandes journées de rencontres. Et pour commencer, les Jeux Olympiques d'hiver et notre porte-drapeau, le skieur Arnaud Alessandria, qui a réussi à rentrer ce matin dans le top 30 de la descente à Yangqing. Alors sans plus tarder, on retrouve sur place pour Monaco Info Alexandra Marangoni et Émilie Rousseau. Oui, 29e place exactement pour Arnaud Alessandria dans une descente qui a créé bien des surprises. Il faut savoir qu'elle aurait dû avoir lieu initialement dimanche, mais les conditions météo n'étaient pas réunies. Elle a finalement été reportée au lendemain entre 2 manches du slalom géant femme. Le top 30, c'était effectivement l'objectif du Monégasque, mais à l'arrivée, sa réaction était mitigée. Oui, c'est sûr, c'est toujours bien, c'est dans les 30, mais au niveau du temps et au vu des entraînements, je suis un peu déçu, ouais. Enfin non, je suis même carrément déçu. J'aurais bien aimé être à moins de 2 secondes et demie. Après, faut que je voie la vidéo, mais à chaud comme ça, j'ai l'impression d'avoir assez bien skié. Donc à voir ce qui manque. Même sensation du côté du directeur technique de la Fédération monégasque de ski. Jacques Pastor a toutefois tenu à saluer la performance d'Arnaud Alessandria qui a acquis de l'expérience depuis les Jeux Olympiques de Sotchi. Tout simplement, je pense qu'Arnaud mérite mieux que ça, surtout en temps. Bien sûr, la place, elle est là, on est dans un top 30. Mais je pense qu'il mérite mieux ça par rapport à son ski. Et si on veut faire une comparaison positive par rapport aux Jeux précédents, évidemment, le temps est quasiment diminué par 2, l'écart de temps. La place, il gagne 10 places. Donc on est, comme je l'avais dit, en progression. Belle progression d'Arnaud Alessandria qui s'entraîne avec l'équipe de France depuis quelques années déjà. Le Monégasque a d'ailleurs voulu féliciter la médaille d'argent de son coéquipier d'entraînement, Johan Claré, médaille d'argent à 41 ans. Émilie Rousseau avec Alexandra Marangoni à Pékin. Les sports toujours, tous les résultats du week-end et l'on commence par le football. Bonsoir Christine Datomel. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tous. L'AS Monaco recevait effectivement l'Olympique lyonnais ce samedi au Stade Louis II pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Auteur d'un match parfaitement maîtrisé, les Rouges et Blancs se sont imposés 2-0 et reviennent ainsi à 6 points du podium. Et puis demain, les Monégasques affronteront l'équipe d'Amiens. Oui, les hommes de Philippe Clément affronteront l'équipe d'Amiens en quart de finale de Coupe de France. Demain, la rencontre aura lieu à 21h au Stade Louis II. Il s'agira du 2e des 3 matchs d'affilée à domicile en ce début de mois pour les Rouges et Blancs. Et ce sera la 19e confrontation entre les 2 clubs dans leur histoire pour un bilan de 8 victoires monégasques, 7 nuls et 3 défaites. Dans la continuité de la rencontre de Ligue 1 ce week-end face à l'Olympique lyonnais, une vente aux enchères de maillots du match Monaco-Lyon est mise en ligne pour la bonne cause. Effectivement, Christophe, 11 maillots dédicacés par les joueurs de Monaco ainsi que 2 autres signés par l'équipe sont dès à présent disponibles sur la plateforme Match Warm Shirt. Une vente aux enchères qui se tiendra jusqu'au samedi 12 février 15h et dont les bénéfices seront reversés au Centre scientifique de Monaco et à la Fondation Flavien afin de contribuer financièrement à leur projet développé pour lutter contre les cancers pédiatriques. Sport automobile, à présent Christinda. Arthur Leclerc s'impose à nouveau en Formule 3 aux Émirats Arabes Unis avant l'ouverture de la grande saison mondiale.
Arthur Leclerc a remporté la 3e et dernière course du week-end à Dubaï avec 2 podiums sur les 2 premières courses. Arthur Leclerc accentue ainsi son avance. Le frère cadet de Charles Leclerc a devancé Pepe Marty et le poleman Dylan Vantolf et conforte ainsi sa place de leader. Et il y avait également du basket ce week-end avec un match de Betclic Elite. C'était dimanche soir à Gaston-Médecin. La Roca Team a su accélérer en deuxième période pour signer une 12e victoire en championnat. Le score 97-85 face à Gravelines Dunkerque. Résumé de la rencontre, signé Frédéric Elion sur des images de Thomas Deus. 3 matchs, 3 victoires après les 2 succès à Athènes et Belgrade en Euroleague. La Roca Team a parfaitement terminé sa semaine dimanche en venant à bout de Gravelines Dunkerque. La victoire et le spectacle, Dontaol a régalé Gaston-Médecin avec une série de contres et dunks spectaculaires, 18 points à 8 sur 8 au tir pour l'intérieur américain. Gravelines Dunkerque se bat pour une place en play-off et peut compter sur un excellent Brandon Taylor qui montre toute sa palette offensive, au drive ou à 3 points, mais Monaco vire en tête après 10 minutes, 23-20. La Roca Team prend le large grâce à un 10-2. Paris Lee envoie Jerry Boutsielé au alley-oop, plus 11. Mais les nordistes reviennent grâce au duo Olejniczak-Jenkins. L'arrière américain plante un gros 3 points et les joueurs de J.D. Jackson sont devant à la mi-temps, 38-37. Dans le 3e quart-temps, la Roca Team va faire exploser Gravelines, 34 points marqués, une énorme domination au rebond, notamment offensif, avec de nombreux points marqués sur deuxième chance. Dontaol est toujours aussi aérien, Mike James délivre une passe laser pour Will Thomas. Avant de planter 2 gros tirs à 3 points, plus 15 Monaco. L'ancien de la maison rouge et blanche, Abdoulaye Ndoye, est en feu dans le 4e quart-temps et termine le match à la porte du double-double avec 15 points et 9 passes décisives. Mais c'est bien la Roca Team qui l'emporte, 97-85. On a fait une très bonne saison l'année dernière et voilà, j'en suis sorti de Monaco avec que des bons souvenirs et des bonnes relations, comme vous voyez. Donc ouais, comme je l'ai dit, j'ai eu beaucoup d'amour ici. Et je remercie tout le monde pour ça. Et voilà, revenir ici, c'est que du plaisir, voir les gars, le staff, tout le monde, même vous. Donc c'est vraiment cool. On a eu quelques difficultés à rentrer dans le match, je dirais, surtout au niveau de l'efficacité. Après, jusqu'à la fin du 2e quart-temps, on a rectifié le tir et on a un peu retombé dans nos travers, on va dire. Surtout dans l'intensité et l'engagement en défense, ce qui leur a permis de passer devant la mi-temps. Et après, au retour des vestiaires, on savait ce qu'on avait à faire pour gagner ce match. Être beaucoup plus agressif des 2 côtés du terrain. Surtout, je pense que ce qui a fait la différence, c'était le rebond offensif. Ils n'ont pas su contenir nos qualités athlétiques pour aller chercher ces rebonds offensifs et ces secondes chances. Ce qui nous a permis de vraiment mettre beaucoup plus de points. Et après, avec le talent des joueurs dans l'équipe, ça fait la différence, quoi. Une bonne dynamique à confirmer dès jeudi soir à domicile face aux Algiris Kaunas en Euroleague. On va parler retour d'expérience maintenant dans ce journal avec notre première invitée ce soir, Carole Lantéry. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir. Vous êtes l'ambassadeur de Monaco en Suisse, évidemment, représentante permanent de Monaco auprès de l'ONU à Genève. On parle beaucoup de cette crise sanitaire, ça fait bientôt 2 ans maintenant, et visiblement vous assistez à toutes les réunions, vous êtes très présente avec Monaco, bien sûr. Et on a beaucoup parlé ces derniers temps du système de prévention de riposte face aux futures situations sanitaires, ce qui veut dire qu'on est déjà loin de la Covid et qu'on pense déjà à autre chose. On est toujours dans la Covid. On en parle toujours et en même temps, on a fait faire un certain nombre de rapports d'évaluation de la préparation et de la réponse à la pandémie de Covid pour justement essayer d'améliorer les mécanismes et systèmes en place et apporter des réponses collectives tant pour les pays que pour l'OMS. Ce qui apparaît aussi, c'est que fort probablement des épidémies comme celle d'Ebola, on en aura d'autres très fréquemment en raison de la pression démographique. Concernant les pandémies, on imagine assez bien que les prochaines probablement seront dues à nouveau à des virus de type respiratoire comme les SARS,
donc la Covid ou des virus comme la grippe et comme on avait connu la grippe espagnole. Mieux prévenir, mieux guérir également, Carole Lanthéry. Je pense que c'est le premier enseignement et c'est assez extraordinaire de voir la rapidité avec laquelle, et c'était dû aussi à certaines technologies comme les vaccins à ARN messager, mais l'effort collectif, parce que c'était des industriels, mais il y a eu aussi des universités qui se sont mises en réseau, des centres de recherche, l'OMS. Tout a été coordonné et c'est comme cela qu'on a pu avoir, un an après, les premières vaccinations efficaces. Est-ce qu'aujourd'hui on se dit on va vers une 4e dose, vers une 5e dose, on va vers une fin ou pas, ou c'est vraiment prématuré encore aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des scénarios sur la table. Un scénario, bien entendu, c'est de dire Omicron va permettre en quelque sorte de faire passer de la phase aiguë à une phase un peu plus, on va dire, chronique, pour prendre un exemple, un peu comme la grippe. Et puis, il y a un autre scénario qui est plus pessimiste, de dire non, en fait, Omicron n'est qu'un variant et on peut avoir des variants qui seront beaucoup plus méchants, qui échapperont beaucoup plus à la couverture vaccinale et pour lesquels, dans ces cas-là, il va falloir qu'on recommence tout. Et on voit que les gestes barrières sont toujours nécessaires, que la vaccination est indispensable, même si on rouvre un certain nombre de choses, parce qu'on en a besoin aussi pour l'économie, parce que ça, c'est un énorme impact, sans parler des relations sociales, et cela fait un énorme impact aussi sur la santé mentale des populations. Apprendre encore et toujours, bien sûr, d'une épidémie, d'une pandémie comme Ebola, ou évidemment celle qui nous concerne tous actuellement. La Covid avec, encore une fois, des ramifications dans bien des domaines. On pense par exemple à la santé mentale aujourd'hui. L'enfermement, avec les confinements, ça a eu un impact dévastateur. On a vu un accroissement global des cas de violence domestique, par exemple. Le fait que les systèmes de santé étaient complètement focalisés sur la Covid, il y a eu une rupture au niveau des soins, donc avec une aggravation de la situation. On est en train aussi de s'apercevoir que probablement sur les enfants, le fait d'avoir le port du masque, de ne pas voir les mimiques, les expressions, cela pourra avoir un effet sur le long terme, en particulier les enfants qui sont nés, qui sont dans les 0-3 ans, on va dire, et qui ne connaissent que des gens, bien souvent, avec des masques. Même pour les plus grands, les adolescents, cette privation de liberté, quelque part, aujourd'hui. Le fait de n'avoir que des contacts virtuels, ça a un impact, et on le voit, nous, adultes, parce que notre métier de diplomate, c'est un métier de contact, de ne pas voir les gens, de ne pas pouvoir être physiquement ensemble pour des négociations, c'est terrible. Et oui, l'impact que ça peut avoir, et je reviens aussi aux violences domestiques, où les enfants ou les adolescents qui vivent dans une situation comme ça, en se retrouvant enfermés, ont dû y faire face encore plus. Merci Madame l'ambassadeur d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Monaco Info. Je vous remercie. Bonne soirée. Et sans plus tarder, les toutes dernières infos dans l'actualité de la principauté Crisinda, l'Académie Princesse Grace, bien présente au dernier prix de Lausanne 2022. Effectivement, 3 élèves de l'Académie Princesse Grace viennent de participer au prix de Lausanne 2022 qui s'est tenu du 31 janvier au 6 février à Montreux, en Suisse. Les jeunes danseurs ont fait partie des 74 candidats sélectionnés par le jury sur 376 au départ pour participer à ce prestigieux concours. La finale a été remportée par l'Américain Darian Selman, élève de l'Académie Princesse Grace. L'Académie voit ainsi l'un de ses élèves remporter la médaille d'or pour la 4e fois en 5 ans et remporte ainsi 3 prix cette année, classique, contemporain et jeune chorégraphe. Je vous propose d'entendre Luca Massala, il est au micro d'Alexandra Pagny. C'est une joie énorme, c'est vrai qu'après la 3e, dire on va refaire,
c'est un peu improbable dans la tête, mais bon, le travail est le même. On ne travaille pas pour avoir une énième médaille, on travaille comme on le fait toujours, et ces médailles nous donnent la force de continuer à travailler. Et je suis très heureux naturellement pour tous les professeurs qui font un travail formidable. Je suis heureux pour ce pays qui a une école qui aujourd'hui est réputée, dans certains journaux, écrit la meilleure école du monde. Et voilà, et puis naturellement pour les deux élèves, un de l'île de la Réunion et Darien de l'Amérique, qui ont pu montrer ce qu'ils ont fait. C'est un peu comme le championnat du monde du football. Voilà, quand j'essaie de l'expliquer à des gens qui ne connaissent pas, je dis ça. C'est une coupe qui s'est faite chaque année avec des écoles internationales. Cette année, il y avait des petites écoles et des très grandes écoles, comme l'Académie, comme l'école de Zurich qui a gagné le 2e prix. Il y avait l'école du Bolshoi, il y avait l'école de Vaganova, il y avait des élèves de l'Opéra de Paris. Et pour les élèves, c'est un contrat de travail, c'est-à-dire maintenant l'élève qui a gagné le 1er prix, Darien Selman, il peut choisir d'aller dans une des compagnies partenaires du prix de Lausanne, c'est-à-dire il a qu'à choisir quelle compagnie il veut aller et il utilise ce prix qui est un an de contrat, c'est un salaire en fait, un an de salaire. Et lui, il a la possibilité de se montrer dans une compagnie où peut-être il n'aurait pas eu la chance de rentrer s'il n'avait pas eu ce prix. Un spectacle pour la bonne cause et pour soutenir les personnes handicapées a été donné ce week-end à Monaco. Et oui, Christophe, le spectacle de l'Arche du Cœur a été donné ce samedi après-midi au Théâtre des Variétés. Animé par José Sacré, cet événement mettait en scène Ciboulette et Oscar, un spectacle plein d'humour donné en faveur de l'Arche à Grasse, une association qui accueille une trentaine de personnes en situation de handicap qui ne sont pas en mesure de travailler mais qui restent autonomes. Les fonds récoltés aideront ainsi au développement de la communauté et notamment à la construction d'un stade multisport dédié aux résidents de l'Arche. Dans le cadre de ces expositions, le nouveau Musée national de Monaco propose des ateliers journaliers et des stages pour le jeune public durant ces vacances de février. Oui, les enfants pourront se rendre à la Villa Paloma pour participer à différents ateliers créatifs. Les 11 et 15 février, ils pourront s'approprier d'anciennes cartes postales, par exemple, du jardin exotique, pour les coloriser, les recouvrir ou encore les détourner. Et puis le 16 février, les enfants pourront plonger dans les souvenirs fictifs de Laure Prouvost en composant leur propre tapisserie interactive pour créer un décor racontant par exemple l'histoire qui aurait pu être celle de leurs grands-parents. La Villa Saubert, quant à elle, propose des ateliers de 3 jours. Du 14 au 16 février, les petits pourront partir à la découverte de l'univers des spectacles à travers les œuvres d'artistes pour réaliser une maquette avec des costumes et des accessoires pour un théâtre de marionnettes en papier. Et puis du 17 au 18, un autre atelier proposera cette fois aux enfants la composition d'un animal imaginaire par le dessin et le collage. Et puis sinon, sachez que les musées proposent également des ateliers famille tous les samedis à 15 h. Alors partez en famille à la rencontre des œuvres exposées dans les jardins de la Villa Paloma et de la Villa Saubert, le temps d'un jeu de piste. Et en cette période de congé, nombre d'entre vous en profitent, on le sait, pour visiter quelques expositions, flâner, s'émerveiller, s'instruire, comme parfois prendre tout simplement son temps pour s'intéresser à notre passé, des plus lointains certes, au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, qui propose en ce début de semaine 3 grandes journées de rencontres pour en savoir un peu plus sur les débuts de l'humanité. Le directeur du musée Elena Rossoni-Notaire est avec nous ce soir pour évoquer ensemble donc les grands thèmes de ce colloque 2022. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Monaco Info pour un colloque qui va nous animer tout ce début de semaine. On va parler de notre évolution culturelle, nous les hommes, les animaux bien sûr, à travers le temps. On va remonter à combien? À 1 million d'années au moins? Alors sur 1 million d'années, puisqu'on va parler de notre belle région, Monaco, les Alpes-Maritimes, la Ligurie. C'est un colloque international qu'on a l'honneur d'organiser avec l'Institut de paléontologie humaine à Paris, le professeur de Lumley, Anaïs Chassou, et bien sûr dans le cadre des commémorations du prince Albert Ier. À quand situe-t-on l'arrivée finalement de l'homme chez nous, ici, dans ce secteur, tout près de Monaco, et à Monaco même? Pour Monaco, en tout cas, on est déjà à plus de 300 000 ans, mais comme vous dites, c'est à ce jour parce qu'on espère un jour trouver plus ancien. Pour l'instant, on a la grotte de l'Observatoire au jardin exotique que l'on fouille et qui a un énorme potentiel, aussi bien que tous les quartiers de Monaco.
Sur ce colloque, on va étudier quand même les animaux aussi, leur arrivée, le pourquoi choisir cette région par exemple, avec son climat notamment, qui s'y prête? Tout à fait, c'est une très belle zone refuge avec de l'eau potable, des animaux. Et comme vous dites, on va parler évidemment de l'homme, de la femme, des groupes, des animaux et aussi du paléo-environnement, parce que c'est très important, tous les changements climatiques qu'il y a eu. Donc ça va être extrêmement diversifié, varié et riche en informations avec de nombreux chercheurs, une trentaine, qui vont venir et intervenir dans ce congrès. Les scènes de vie dans ce décor sont très importantes, j'imagine. Les scènes de vie, bien sûr, on est entre mer et montagne, il y a de belles plaines, donc évidemment les animaux étaient présents, l'homme également. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant d'en discuter, d'en parler et surtout de montrer les nouveaux résultats, parce que sachez que les collections monégasques et régionales sont toujours étudiées aujourd'hui, avec de nouvelles problématiques et évidemment de nouvelles méthodes et techniques d'analyse. Qu'est-ce qu'on découvre justement? Comment on trouve? C'est quoi? C'est ce petit pinceau à chaque fois pour enlever un petit morceau de poussière sur une pierre? Tout à fait, il y a évidemment les fouilles de terrain, donc les fouilles minutieuses par carré de fouilles, etc. Mais on a aussi les prospections, donc on est à la recherche de nouveaux sites. Et puis il ne faut pas oublier les musées, les laboratoires, là où il y a toutes les collections, parfois inédites, parfois anciennes, qu'on peut refaire parler autrement, qui ont certainement des surprises. Et les études en laboratoire, tout ce qui est méthode de datation, par exemple. La peinture rupestre aussi est importante? Tout à fait. Alors dans notre région, il y en a peu, il y en a à Vintimille, au Balzir aussi, bien sûr. On parlera de ce magnifique complexe de sites des grottes de Grimaldi. À ce jour à Monaco, pas encore, mais on n'est pas à l'abri peut-être d'en trouver. Et évidemment, la peinture et l'art, on va dire pariétal, sera aussi discuté lors de ce congrès. Concrètement, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui à Monaco? Qu'est-ce qui est visible? Alors visible, on a toujours cette grotte du jardin exotique, on a la grotte de Saint-Martin, pour la préhistoire, on va dire. Et puis, on a d'autres sites importants au néolithique à l'âge du bronze, la grotte des Spélugues, grotte des Bas-Moulins, et évidemment, toutes les collections qui ont été récupérées par nos prédécesseurs depuis une centaine d'années à Monaco, puisque le musée existe depuis 1902 grâce au prince Albert Ier. Quelle est votre plus belle découverte aujourd'hui, votre plus belle émotion? Elle est un peu quotidienne. Dans les tiroirs du musée. Il y a énormément de trésors encore cachés, encore inconnus. Et c'est tout notre travail que de les étudier, de vous les présenter dans nos prochaines expositions et publications. Le Graal, pour vous, ce serait? Ce serait de trouver un nouveau site, une nouvelle grotte, pourquoi pas ornée. Ça, c'est mon rêve. Merci à vous. Merci beaucoup. Du 27 janvier au 6 février, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a proposé ses premiers moments Mozart Monaco. 6 concerts qui ont permis au public de découvrir ou de redécouvrir certaines œuvres emblématiques de ce compositeur de génie. Voici ce soir une rétrospective de ce mini-festival en hommage au talent de Wolfgang Amadeus Mozart, signé José Sacré. Mozart, c'est formidable. Oui, j'adore Mozart. Si je peux choisir un compositeur qui je vais mettre les pièces dans une île, c'est Mozart. Mozart, sûr et certain. C'est le cri du cœur du chef d'orchestre hongrois Gábor Takács-Nagy. Il vient de diriger le premier concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans le cadre des premiers moments Mozart Monaco. C'était le 27 janvier 2022, jour du 256e anniversaire de la naissance de Mozart. L'artiste en résidence à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo cette année, Martin Helmchen, il interprète le concerto pour piano et orchestre numéro 17 de Mozart. La soprano égyptienne Fatma Saïd, l'une des plus passionnantes jeunes artistes de sa génération, non seulement à l'opéra et sur les scènes de concert, mais aussi dans un cadre humanitaire représentant régulièrement l'Égypte en tant qu'ambassadrice de la culture et de l'éducation aux Nations Unies. Fatma Saïd a chanté l'Exultate Jubilate de Mozart.
Également au programme de ces premiers moments Mozart Monaco, plusieurs concerts de musique de chambre, trio, quatuor, quintette de Mozart, interprétés par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et dimanche 30 janvier, la fameuse sérénade numéro 10, Köchel 361, dite Grande Partita, une œuvre pour 13 instruments à vent et une contrebasse, dirigée par Kazuki Yamada. The serenade was Pendant près de 30 ans, la sérénade a été jouée avec un chef d'orchestre. Aujourd'hui, les musiciens peuvent jouer seuls, mais moi, je préfère les diriger. Cette sérénade est vraiment une pièce incroyable, une des meilleures pièces de Mozart, j'en suis sûr. Il y a du caractère dans cette pièce, beaucoup d'émotions, d'histoire. On peut ressentir beaucoup de choses en écoutant cette musique. Cette sérénade est vraiment fantastique, j'adore. Mercredi 2 février, l'enfance de Mozart, un concert jeune public à l'espace Léo Ferré. Concert Mozart avec les 3 premiers minuets pour clavier composés par Mozart à l'âge de 5 ans. L'une des premières sonates pour piano et violon interprétée par David Bismuth au piano et Lisa Kerop au violon. Enfin, chanté par les élèves de l'Académie de musique de Monaco, des extraits du premier opéra de Mozart, Bastien et Bastien. Dimanche 6 février, concert de clôture de ses premiers moments Mozart Monaco. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Kazuki Yamada, joue la première symphonie de Mozart, composée alors qu'il n'avait que 8 ans. Le pianiste David Frey a interprété le plus célèbre concerto pour piano, le numéro 21 en Do majeur, Köchel 467. Puis la grande Cecilia Bartoli a chanté l'air de concert Köchel 505 de Mozart, avant un bis très applaudi, l'Alléluia de l'Exultate Jubilate de Mozart. Ce que je fais, tout simplement, c'est de servir la musique de ce grand compositeur. Là, nous, comme artistes, comme interprètes, c'est ça. J'essaie de comprendre ce qu'il a écrit, les notes, le pentagramme, mais aussi j'essaie de comprendre aussi ce qu'il y a derrière le pentagramme. C'est ce que voulait Mozart ici et là. Pas nécessairement ce qu'il écrit, mais ce qui est derrière les notes. C'est ça qui est la difficulté. Enfin, la dernière symphonie de Mozart, la plus emblématique de sa production symphonique, l'Apollinienne symphonie numéro 41, intitulée à juste titre Symphonie Jupiter, a terminé ce magnifique concert de ces trop courts moments Mozart Monaco que le public espère bien retrouver l'an prochain. Oui, pourquoi pas? On va garder chaque année les moments Mozart et je les dirigerai. La météo pour ces prochaines heures, c'est avec vous Christine Datomel. Eh bien, demain, Christophe, le ciel sera dégagé et le soleil au rendez-vous, même si une légère brise soufflera tout au long de la journée. Des températures de saison comprises entre 7 et 13 degrés. L'eau sera quant à elle à 14. Le soleil se lèvera à 7h37 et se couchera à 17h51. Demain, nous fêterons les Jacquelines. Comme le veut la tradition,
On termine par les instantanés du jour et un détour par le musée océanographique, lieu de passage obligé et fortement apprécié en période de vacances scolaires. Les photos sont signées ce soir. Manuel Vitali, reportage complet demain 19h dans votre prochain journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous et à demain.